13h à Sahel, un arrondissement de la commune de Agbanizon. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur les ondes de la 102.3. Nous sommes mercredi 21 juillet 2021. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le sommet de ce journal. Les fidèles musulmans du Bénin étaient très nombreux à la traditionnelle prière annuelle d'Eid el-Kébir qui consacre la célébration de la fête de Tabaski ce mardi. Diaspora FM était allé dans une famille. Le conseil électoral institué par la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 est installé. Sakalafia remplace désormais Emmanuel Tiando. La rédaction de Diaspora FM vous propose une analyse sur ce changement. Et puis le ministre de la Santé tunisien Fawzi Mehdi a été limogé par le Premier ministre Hicham Mechi ce mardi, soit 20 juillet, en plein pic de contamination au coronavirus. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide Sethi. Bienvenue à tous et à toutes. On ouvre cette édition par la religion. Les fidèles musulmans ont célébré la Tabaski ce mardi, une célébration qui se manifeste par des repas en famille. Laurent Tonenkes a rendu visite au jeune couple Mouchafaou et Samirat Lokossou. On les écoute. Maker Lokossou est un chrétien converti à l'islam. De son prénom de musulman Mouchafaou, il a, comme tout pratiquant de l'islam, sacrifié à la tradition de la Tabaski ce mardi 20 juillet 2021. Bon, il faut l'avouer, la religion musulmane est une religion de rêve pour moi. Et au finish, depuis 8 ans, je suis devenu musulman fervent. Donc, c'est une fierté qu'on se retrouve, qu'on partage ces repas, qu'on partage ces moments, ces grands jours de l'islam. Avant, on fêtait d'autres fêtes quand j'étais de l'autre côté, mais aujourd'hui, en tant que musulman, c'est avec une fierté et avec une grande foi que je fête la Tabaski, et ça fait déjà la 8e. Une célébration qui a tout son sens pour lui. Un moment de prière pour soi-même et pour les autres, dit-il. Bon, la Tabaski, d'abord, c'est un moment de joie, un moment de partage pour nous. Et avant d'aller même à ces moments de joie, de partage, il y a la prière de l'Eid qui est une grande vertu pour nous. Une prière au cours de laquelle, par exemple, aujourd'hui, en tant que musulmans, d'abord, nous pensons à nos prochains, pas directement à soi. On prie d'abord pour la nation, on prie pour les autorités, avant de revenir maintenant à nous-mêmes, en priant pour nos propres familles, pour qu'il y ait la paix, la prospérité dans tout ce que nous entreprenons et une véritable longue vie. Après l'immolation, place au repas en famille. Mouchafaou Maker Lokossou partage le repas avec son épouse Samirat Boni et son frère. Une épouse née musulmane qui n'a aucun doute sur la pratique de la foi de son époux. Oui, ça se passe très bien. Très très bien. Oui. Si il pratique bien la religion et ce que la religion demande de faire, ça va, il pratique bien la religion. Il n'y a pas de problème avec ça. La Tabaski, c'est aussi des moments de partage où les fidèles musulmans pensent à leurs proches avec des kilos de viande. Et face aux préjugés, Mouchafaou Maker Lokossou rassure. La religion musulmane, beaucoup ont tendance, surtout souvent pour notre fête de Tabaski, nous faisons de l'aumône, nous tuons des bœufs, des moutons, on fait des partages, on fait l'aumône, on partage aux plus démunis. Certains pensent que c'est des sacrifices que les musulmans qui partagent des gens souvent. Il y a certains qui font sacrifice, non. C'est ce que le Coran nous recommande que nous appliquons. Donc, qu'ils enlèvent ça, ce que nous partageons, c'est de la viande que nous-mêmes nous consommons. Donc, du coup, il n'y a rien de sacrifice là. C'est juste suivre sa religion, respecter les consignes, les principes et les obligations de sa religion, ce qui nous amène à tuer des moutons, faire des prières, et d'abord prier, comme je l'ai dit tout à l'heure, prier pour la nation. Donc, qu'ils enlèvent de la tête que telle religion ici, nous n'est pas là pour apprécier, mais la religion de l'islam, c'est une religion de pureté. À noter qu'après le repas en famille et le partage de viande de bélier et de bœuf, Samirat et Mouchafaou Lokossou attendent des invités pour une fête dans la soirée.
Le Bénin et le Royaume du Maroc renforcent leur coopération en matière de sécurité routière à travers la remise officielle de 1000 casques ce lundi 19 juillet 2021. L'événement a eu lieu par visioconférence au ministère des Affaires étrangères de la coopération. À en croire le ministre béninois en charge des infrastructures et des transports, cette remise vise à doter plusieurs couches sociales de cet outil de sécurité routière. Le pas que nous esquissons ce jour vise à doter les jeunes, les étudiants et les conducteurs de taxi-moto et plus largement les 2 roues motorisées de cet équipement de protection individuelle par excellence. Monsieur le ministre du Maroc et chers collègues, ce don que nous réceptionnons officiellement ce jour procède plus globalement des retombées de la convention de partenariat signée le 23 novembre 2015 au Maroc entre le Centre national de sécurité routière du Bénin et les institutions publiques clés de la chaîne marocaine de sécurité routière, à savoir le Comité national de prévention des accidents et la Direction du transport routier et de la sécurité routière du Maroc. Cette convention initiale a été élargie pour tenir compte des autres branches du transport intimement liées à la sécurité routière. Au terme du mémorandum signé dans ce cadre à Marrakech le 25 mars 2019, le Bénin et le Royaume frère du Maroc entendent partager les stratégies et les plans d'action relatifs à la sécurité routière, aux bonnes pratiques en matière de contrôle du transport routier, de contrôle technique automobile et de l'enseignement de la conduite en vue du permis de conduire. Des formations sont également dans le domaine de l'inspection routière, de la signalisation et des données statistiques sur les accidents de la route. Pour le ministre marocain de l'équipement du transport, de la logistique et de l'eau du Royaume du Maroc, ce don est la résultante des bonnes relations qui existent entre le Bénin et le Maroc. Abdelkader Amara. On espère que cette cérémonie marquera le début d'une nouvelle étape de la coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Bénin, et notamment pour mettre en œuvre les différents axes qui étaient prévus dans le cadre de la convention qui a été signée avec le Centre national de sécurité routière du Bénin le 25/11, et le Maroc, bien sûr, est prédisposé à continuer dans ce sens et assister nos amis béninois. On espère, Inch'Allah, comme on dit, de voir d'autres projets se concrétiser sur le terrain, et nous sommes prêts à apporter toute notre contribution dans ce sens. Donc on donne. C'était à l'instant le ministre marocain en charge de l'équipement du transport. Revenons dans la cité des Fofodiaka. C'est l'arrondissement de Togba de la commune d'Abomey-Calavi qui a servi de cadre pour une séance d'information et sensibilisation des producteurs maraîchers de la dite commune ce lundi 19 juillet. Une séance présidée par la première adjointe au maire Thérèse Kora, Aimé Juste Defodji, Mouri Anouagua. C'est une séance d'information et de sensibilisation initiée par la mairie d'Abomey-Calavi qui a réuni des producteurs maraîchers de la commune pour mieux appréhender le projet de développement de l'agrobusiness PEDAB. Thérèse Kora, première adjointe au maire de la commune, a reprécisé à l'entame l'ordre de la séance. D'abord, qu'est-ce que c'est le projet de développement agribusiness Bénin? Ensuite, qu'est-ce que le projet peut apporter à l'endroit des acteurs que vous êtes dans la commune d'Abomey-Calavi? Et enfin, comment faire pour bénéficier de leurs services? Le projet de développement de l'agrobusiness PEDAB est une initiative du gouvernement béninois financée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Fonds indien. Il tourne autour de plusieurs axes. C'est un projet qui comprend 4 axes. Il y a la structuration des jeunes, il y a l'accès au marché, il y a l'accès au financement et il y a l'accès au foncier. Représentant résident du PNUD au Bénin, Isidore Agbokou promet un accompagnement sans faille aux participants. Au moins pour un premier contact, écoutez avec mes propres oreilles les besoins que vous allez exprimer, et en ce moment-là, nous allons rentrer dans notre laboratoire, excusez-moi l'expression, pour étudier de comment la meilleure manière de vous apporter cet appui-là pour que ça puisse impacter votre vie, ça puisse changer radicalement et correctement, dans le sens positif, votre vie, en termes d'amélioration de vos conditions de travail, en termes d'amélioration des conditions de production, en termes d'accroissement
de la production et en termes d'accroissement de la qualité de la production, en termes d'accès de ce que vous produisez au marché et également en termes de conservation et de transformation. Signalons que cette séance de sensibilisation a réuni 50 participants venus de tous les arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi. Au thème de la séance d'échange sur le projet de développement de l'agrobusiness PEDAB, quelques participants ont apprécié le projet et donné leurs attentes. Ils sont au micro de Aimé Justine Defodji. Avec tout ce qu'il nous a expliqué, tout ce que le projet tient à nous faire, ça nous motive vraiment à nous donner à fond pour pouvoir travailler désormais avec lui. Moi, je suis dans la transformation et j'aimerais vraiment que le projet nous assiste aux aménagements. Par exemple, nous réaliser des sites de transformation dignes, respectant les normes et qualités pour pouvoir nous permettre de mettre sur le marché nos produits. Également la certification pour que nos produits puissent traverser nos frontières. Je suis déjà bénéficié de ce projet. Je dis à mes amis que c'est un bon projet. Les attentes, qu'est-ce qu'on peut faire à nous les jeunes entrepreneurs aujourd'hui et qui va dépasser encore cela? Je vois que c'est déjà bon. C'est qu'il y a le financement, il y a la sécurisation des fonciers, il y a l'accompagnement à la certification des produits. Donc je vois que c'est déjà essentiel pour nous. Ouverture ce 19 juillet d'un atelier national de l'administration douanière en vue de mieux faire face à la pandémie de la COVID-19. C'est une initiative de l'Organisation mondiale des douanes à travers son projet COVID-19 financé par le Japon. L'Organisation mondiale des douanes organise depuis ce lundi 19 juillet un atelier en ligne pour assister la douane béninoise dans la rédaction d'un guide de procédure opérationnelle normalisée pour le dédouanement et la régularisation des biens de secours en cas de catastrophe naturelle et autres événements perturbateurs. Cette activité de l'Organisation mondiale des douanes, à travers son projet dénommé COVID-19, a deux objectifs principaux, selon le colonel Charles Inoussa-Saka, directeur général de la douane. Améliorer les compétences des administrations douanières pour faire face donc aux défis inhérents à la pandémie du COVID-19 et à d'autres maladies infectieuses et aux catastrophes naturelles en leur proposant des activités de renforcement de capacités. Promouvoir le rôle crucial joué par les douanes dans la gestion des crises au niveau national, surtout relativement au dédouanement accéléré des envois au secours. Le séminaire s'avère très bénéfique pour la douane béninoise en ce sens qu'il lui permettra de mieux faire face aux nouveaux défis de la pandémie de la COVID-19. Ce séminaire permettra de doter l'administration des douanes d'un guide qui l'aidera à mieux faire face aux scénarios perturbateurs tels que le COVID-19 en facilitant et en accélérant la circulation des marchandises de secours d'urgence, garantissant la continuité de la chaîne logistique mondiale et améliorer donc la protection des agents des douanes en réduisant les risques d'infection. Ces assises, qui regroupent entre autres les représentants de la chaîne logistique, des pharmaciens et ONG, prend fin le 22 juillet 2021. Merci à vous Clémence Tonoucoin. Le Conseil électoral institué par la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 est installé. Sakalafia remplace désormais Emmanuel Tiando, un conseil électoral qui a d'importants défis. Quelles sont les attentes face à cette nouvelle équipe en charge de l'organisation des élections dans notre pays, le Bénin? Suivons cette analyse signée Laurent Roland Kodjo Toninkes. 6 élections organisées en 7 ans, 3 avant l'avènement de Patrice Talon au pouvoir et 3 après son avènement. Tel est le bilan de la Commission électorale nationale autonome dirigée par Emmanuel Tiando. Au terme d'un mandat de 7 ans, avec un bilan satisfaisant jusqu'en 2016, l'année 2019 aura jeté du discrédit sur cette Sénat avec l'avènement des fautes mineures. Même si on peut bien reprocher des choses à cette équipe, la palme d'or de l'anticipation, de la bonne préparation et de la bonne organisation peut leur être décernée. Emmanuel Tiando
et son équipe s'en vont, laissant place au conseil électoral institué par la loi 2019-43 du 15 novembre 2019. Aux élections, je dois dire que quand on voit cet organe qui vient de naître, il y a quelques particularités. Vous voyez un organe de décision, le conseil électoral, et un organe exécutif qui va gérer de façon pratique suivant les orientations du conseil. C'est déjà une innovation dans le dispositif légal au Bénin. Saka Lafia et son équipe sont donc attendus sur plusieurs chantiers concernant la modernisation du processus électoral. Vous voyez, dans certains pays, lorsqu'on gagne les élections, quelques heures plus tard, on est à même de donner les résultats. Le Bénin peut également innover dans ce sens-là en informatisant son système électoral. C'est une attente très forte. Si le premier test de l'équipe Tiando à l'ère du nouveau départ était les élections législatives à polémique de 2019, le premier défi de l'équipe Saka Lafia sera les élections législatives de 2023. Et ici, le président du conseil électoral Saka Lafia ne semble pas prendre d'engagement ferme pour rassurer. Une nouvelle échéance pointe déjà à l'horizon. Il s'agit des élections législatives de 2023. J'espère bien qu'elles seront apaisées. Sinon, on aura recours aux mains de nos ancêtres. Et pourtant, les attentes des citoyens pour des élections apaisées sont claires. Une implication de tous les acteurs concernés par la question électorale, afin que cette structure, qui est une structure publique, puisse jouer son rôle du public et servir de façon impartiale tout le peuple béninois. L'autre défi important par rapport au renforcement de notre système démocratique, c'est de faire en sorte que les élections continuent d'être transparentes, crédibles. Il faudrait que nous donnons plus de crédit à ce conseil, car cela va inaugurer, disons, de nouveaux jours au plan des élections dans notre pays. Saka Lafia, le vétérinaire qui n'a pas fait gestion du personnel, pourra-t-il combler les attentes? J'ai une gestion hasardeuse du personnel. Bon, c'est possible, je ne me connais pas. Je n'ai pas fait gestion du personnel. Je suis un vétérinaire. Nous dira-t-il qu'il n'est pas spécialiste des questions électorales à la fin? Son équipe a de gros défis à relever, notamment les élections générales de 2026, et aucun argument ne saura les dédouaner. Ils ont l'obligation d'organiser des élections transparentes, inclusives et qui garantissent la paix. Je le jure. Merci à vous, Laurent Toninquez. On reste avec vous. Vous êtes allé sur le terrain. Vous avez rencontré deux acteurs politiques qui donnent leur appréciation sur cette déclaration du chef de l'État qui dit qu'il ne fera pas un troisième mandat. On les écoute. Je dirais tout simplement que Patrice Talon a honoré le Bénin par cette décision. C'est un président de la République qui est soucieux du développement de son pays et qui veut laisser en réalité une très bonne image pour le Bénin, dire devant la communauté internationale et des jeunes, bien sûr, qui sont venus pour faire la promotion du respect des mandats constitutionnels, qu'il fera 2 mandats conformément à la Constitution de la République du Bénin. Vraiment une très bonne décision. Moi, je dirais que le chef de l'État a encore démontré aux Béninois qu'il est un démocrate et un bon démocrate. En principe, ce sujet ne devait même pas faire objet de polémique, puisque la Constitution elle-même a déjà prévu que c'est un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, et qu'en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie. Mais vu l'environnement ouest-africain ou continental où les questions de 3e mandat sont en vogue, je pense que cela a contribué à ce que quand un chef d'État dit de pareilles choses, ça retient l'attention de tout le monde. Sinon, en réalité, ça ne devait pas faire de débat. Mais je dois dire que c'est très bon que le chef de l'État puisse repréciser cela dans un cadre aussi formel pour que les inquiétudes soient levées et pour que ceux qui tenteraient aussi peut-être de convaincre le chef de l'État dans ce sens comprennent qu'il n'est pas prêt à faire le job
le troisième mandat. Donc je dirais que c'est que notre démocratie qui y gagne. Nous allons dans le département du Zo, plus précisément à Boycon. La police républicaine a procédé au démantèlement d'un ghetto au quartier Atogouin dans la commune de Boycon le dimanche 18 juillet 2021. Il s'agit d'un domicile transformé en ghetto que la police a démantelé au cours d'une opération. Une prouesse réalisée par une équipe conjointe des commissariats d'arrondissement de Ouassao et de Djegbi. La mission a été donc fructueuse car 8 individus, dont une femme, ont été interpellés, plusieurs objets saisis. Une importante quantité de chanvre indien, autrement dit drogue, une somme de 3 740 500 francs CFA et 7 téléphones portables ont été retrouvés. De sources policières, les 8 individus épinglés sont poursuivis pour détention et usage et commercialisation de stupéfiants. Ils seront présentés aux autorités judiciaires dans les prochains jours. Un autre fait après l'affaire bastonnade du week-end pour ce qui concerne l'affaire Owolobé, un parlementaire béninois aurait porté des coups à sa maîtresse. Le combat s'est déroulé au domicile de sa copine pour une simple question d'humeur, malcompréhension. Le représentant du peuple béninois à l'Assemblée nationale aurait donné des coups à sa copine. Selon les informations rapportées par les journaux béninois, bien entendu, dans sa parution de ce jour, et relayé, le député aurait tapé dur la dame malgré que les voisins et d'autres personnes sont intervenus. Se voyant en danger pour éviter la saignée, la victime était obligée de porter plainte au commissariat. Les deux, le député et sa copine, sont invités donc au commissariat pour être écoutés par l'officier de police judiciaire le 26 juillet prochain, date indiquée sur la convocation. Les nouvelles africaines et internationales. Au Nigeria, pour la première fois depuis l'apparition du phénomène en 2011, des bandits lourdement armés ont abattu dimanche 18 juillet un avion de chasse de l'armée nigériane. L'incident a eu lieu au nord-ouest du Nigeria, nouveau foyer d'insécurité dans la région. En Côte d'Ivoire, c'était jour de fête ce mardi 20 juillet pour les fidèles musulmans. Croyants et croyantes ont célébré l'Aïd el-Kébir, encore appelé la Tabaski, en Afrique de l'Ouest. Le président Alassane Dramane Ouattara a profité de l'occasion pour appeler à poursuivre le processus de réconciliation nationale. Le chef de l'État ivoirien ne s'était pas exprimé sur le sujet depuis le retour au pays de Laurent Gbagbo. Au Mali, le président de la transition, Assimi Goïta, a échappé ce mardi 20 juillet à une tentative d'assassinat à la grande mosquée de Bamako. Un homme l'a attaqué à l'aide d'un couteau. Il a esquivé avant l'intervention des forces de l'ordre pour maîtriser l'individu, mais une question sur toutes les lèvres, qui sont ceux qui se cachent derrière cette tentative d'assassinat? Et pour finir, le ministre de la Santé tunisien Fawzi Mehdi a été limogé par le Premier ministre Hicham Mechi ce mardi soir 20 juillet en plein pic de contamination coronavirus. Cette décision a été annoncée dans un communiqué lapidaire de la présidence du gouvernement sans plus d'explications. C'est la fin de cette grande messe de l'information sur les ondes de la 102.3 en ce qui concerne la mi-journée de ce mercredi 21 juillet 2021. Merci de l'avoir suivi, mise en onde. Gaëtan Akpasso, chef d'édition. Toka Sawangan, présentation. Aristide Seti. Mais avant de partir, retenez cette pensée du prophète Mahomet. Vos femmes sont pour vous une terre labourée. Allez comme vous voudrez à votre labourage. Vos femmes sont pour vous une terre labourée. Allez comme vous voudrez à votre labourage. On se retrouve dans 5 minutes pour votre émission Réagissons à l'actualité. N'oubliez surtout pas de vous laver les mains à l'eau au savon et portez vos masques en tout lieu. À tout à l'heure.
My afraid get rolled.